Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Cette semaine, nous nous rendons à Saint-Tite-des-Caps pour rencontrer un homme d'exception. Un homme qui croit en la richesse du patrimoine, qui croit aussi en l'importance de partager ses souvenirs pour mieux se rappeler. C'est un homme d'une grande délicatesse et d'une grande générosité qui, comme le dit l'expression, n'est pas né de la dernière pluie. Il nous parle du bois, ce bois qu'il a beaucoup vécu, tant vécu. Il nous parle du travail et de l'amour du territoire. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter M. Roland Ferland. Bonne émission. Bonjour, M. Ferland. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Si vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de vous, votre petite histoire, où vous avez grandi, où vous êtes né. D'abord, je suis né ici à Saint-Tite. Si on se situe bien, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en face de ma résidence, c'est ma maison natale. Je suis né le 31 de mars 1932. Donc, si on compte bien, mais ça me donne 83 ans. J'ai grandi dans cette même maison jusqu'à mon mariage en 1957. Étiez-vous un des plus jeunes, hein, je pense? J'étais l'avant-dernier d'une famille de 11. J'ai pas connu vraiment la vie des plus vieux, qui ont été sûrement plus durs que la mienne, mais j'ai connu pas mal de travers de l'ancienne vie. Ouais. Oui. Parlez-moi de vos parents. Mes parents, je vais vous conter une histoire courte de mes parents. Elle peut être longue, c'est pas grave. Ma mère, mon père est né ici. Moi, je suis la 4e génération de Ferland. D'ailleurs, mon grand-père a été le premier maire de Saint-Tite. Donc, mon père est de Saint-Tite, un vieux de Saint-Tite. Il était, c'est-à-dire, parce qu'il est décédé aujourd'hui. Mais ma mère est américaine. Mm-hmm. Donc, les circonstances qui ont fait qu'ils se sont rencontrés, c'est que ma mère avait une sœur qui restait exactement où on se situe aujourd'hui. C'était sa maison, ça. Elle était mariée à un ancien de Saint-Tite qui avait été travailler à Boston, puis s'était rencontré là. Puis elle n'a pas pu faire autrement qu'elle été remarquée par mon père. Mais ses frères l'agaçaient souvent avec ça, là. Il était vraiment, vraiment accroché, là. Ah oui. Donc, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés... je pense qu'ils ne se sont pas rencontrés après. Ah oui. Mais votre mère, elle était américaine, donc elle habitait Elle au est- Massachusetts. Fall River, Massachusetts. Elle parlait anglais, Oui. mais elle parlait aussi français ou... Oui, elle parlait français. Elle parlait français Oui. aussi. Parce que je pense qu'elle parlait plus français qu'anglais. Comme ça faisait pas tellement d'années, il avait continué de parler français dans la maison, là. OK. Donc, sans être certain, là, je pense que mon père a fait sa demande par écrit. Ah oui? Oui. Puis elle est venue le marier ici à Saint-Tite. Puis ma mère, ben, c'est un... Moi, dans ma tête, ma mère, c'est une héroïne. Oui. C'est une héroïne de partir des États, de venir s'installer à Saint-Tite. Elle ne connaissait rien de l'ouvrage agricole, puis de la mentalité paysanne Oui. de Saint-Tite, Oui. des campagnes, là.
Donc, elle a été obligée de tout apprendre. Je donne ailleurs l'exemple du mouton qu'elle a été obligée d'élever, d'aider à élever. Là, après ça, tondre le mouton, aider à tondre le mouton, laver la laine, la faire carder, la filer, la tisser, la tricoter. Elle avait toutes les étapes du mouton, de A à Z. La teindre, bon, toutes les étapes du mouton. Alors, maintenant, il y a eu tellement d'autres choses. Il y a eu tellement d'autres choses que je peux pas... même en faisant le plus grand discours, je ne pourrais pas tout nommer ce que ça représentait dans sa vie. D'autant plus qu'elle est arrivée chez nous avec l'ancêtre dans la maison. Oui. Elle a élevé une famille de 11 enfants, puis l'ancêtre était toujours là. Votre grand-père? Mon grand-père, oui. Donc, mon grand-père, c'était un homme juste que su reconnaître ses qualités à ma mère. Il aimait bien ma mère. Mais c'était un homme de son temps. Pas toujours propre. Pas toujours propre de ses vêtements. Bon, il allait à l'étable, puis non. Mais sans jamais se plaindre de ça, là. Oui. Elle continuait toujours. Je ne l'ai jamais vu faucher, ma mère. Je ne l'ai jamais vu faucher. Pour vrai, là, tu sais. Il y avait des sauts d'humeur, là. Oui. Mais non, c'était une sainte femme, finalement. Oui. Pour résumer, c'était une sainte femme. Vous avez beaucoup d'admiration pour elle. Oui. Parce que, bon, on pourra en reparler, mais vous avez écrit un livre dans lequel vous lui demandez, je pense, comment t'as fait, maman? Comment, finalement, il y a plein de questions comme ça où vous énumérez un peu tout ce qu'elle a fait, puis vous n'arrivez pas à comprendre, finalement, comment c'est possible d'avoir tout surmonté ça. C'est vraiment beaucoup d'admiration que vous avez pour votre mère. Oui. Ben oui. Après ça, c'est la première job, le vrai job que j'ai fait, là. Job rémunéré, là, à journée. OK. Oui. Comme bûcheron. À 13, 14 ans? À 16 ans. À 16 ans, OK. Oui. Comme bûcheron, à 2,5 piastres par jour. C'est un malheureux accident qui a mis fin à ma vie de chantier, justement. Quand je me suis fait casser une jambe dans les chantiers de la Mauricie, à la Tuque. Là, la Tuque, évidemment, j'ai été transporté à l'hôpital. J'étais loin de l'hôpital, j'étais à 100 000 de l'hôpital. Oui, parce que, en fait, racontez, vous étiez seul. J'étais seul. À 10 000 du camp. C'était juste avant le dîner. Tous les autres gars allaient dîner au camp. Moi, je restais dans le bois, j'apportais mon lunch dans le bois, puis je bûchais, ça me permettait de... J'étais pas un bûcheux, j'étais pas un champion. Ça fait qu'il fallait... Non, j'étais pas... J'avais une bonne force physique, c'est ça qui m'aidait. Mais j'étais pas un champion bûcheur. Donc, je profitais de tout le temps possible pour bûcher. Parce que, comme je te disais tantôt, là, les mots, là, t'en avais pas. Bon, t'en avais pas. Juste avant le dîner, le dernier sapin que j'avais abattu, j'étais après scié sur mon sapin avec ma scie mécanique. J'ai entendu un craquement. En levant la tête, j'ai vu qu'un bouleau avait cassé. Un chicot de bouleau avait cassé à la moitié de sa hauteur. Une quarantaine de pieds de long, puis il s'en venait vers moi. Ah oui. Là, où est-ce qu'il va tomber? Là? Il va tomber sur moi, il va tomber à côté. La décision se prend dans une fraction de seconde. J'ai pris la décision de l'éviter, puis de courir. Si j'étais resté exactement ce que j'étais, il ne me touchait pas. Ah, OK. Oui. Mais en courant, il m'a attrapé de l'arrière de la jambe, puis il m'a profité vers l'avant. Le boulot est tombé, puis je suis resté le pied pris en dessous du boulot, mais mon bon pied. J'ai levé la jambe a rabattu. J'ai la jambe cassée. Cassée, puis... Là, les idées se bousculent dans ma tête, hein? Oui.
suis bien loin, là. Je suis bien loin, bien loin. Mais je suis bien loin de chez nous, surtout. Bien loin de chez nous. Oui. Je pense à Denise, qui est restée au camp. Au camp, qu'est-ce que je dis? Qui est restée à la maison. Bon. Je pense que je suis tout seul. Il faut que je sorte de là. Bon. Je dégage mon pied avec ma main. Je dégage mon bon pied qui était pris sur le boulot. Puis je me traîne en bas de la montagne. Ma jambe traînante, ma jambe c'était une guenille, là. Je me traîne jusqu'en bas de la montagne pour éventuellement que les gars vont passer là, mais qu'ils reviennent de bûcher pour retourner bûcher. Puis je vais avoir de l'aide. Ouais. Comme de fait, les premiers qui ont passé, ben, je vais demander de l'aide, ils venaient m'aider. Comme vous voyez, ça fait que les gars, ils sont venus m'aider. Je me portais sur leurs épaules, je marchais sur ma bonne jambe. L'autre était balai, comme une guenille. Là. À tous les 100 pieds, là, la sueur m'envahissait. Là. Je disais aux gars, là, on se repose. Là. Ouais. On prend notre souffle. Là. Mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes conscient de la gravité de l'affaire? Mais conscient? En tout cas... J'ai jamais été conscient que j'ai jamais eu peur de mourir. OK. Non, j'ai jamais été conscient de ça. Mais non. Parce que si vous aviez perdu connaissance à l'instant où vous seriez au bout de votre... Ah oui, je serais mort au bout de mon sang. Ça serait terminé. Oui, c'est sûr. Parce que les artères étaient coupées. Là, mais votre force physique de l'époque a probablement fait que vous étiez... Moi, je calcule que c'est tout ça qui m'a sauvé. Ma force physique. Ça, je disais tantôt que je n'étais pas un champion bûcheur, là. Mais j'avais une bonne force physique. Puis je calcule que c'est ça qui m'a sauvé. Ah oui. Mais... Donc là, il vous transporte jusqu'au camp? Il me transporte jusqu'au camp dans un mauvais chemin, là, dans un gros camion cube, là, assis sur le devant du camion. Tu prends des roches, des trous d'eau. Bon, tu te fais brosser, puis là, j'ai la jambe cassée, là. À bas, elle n'est pas étissée, là. Donc, j'arrive au camp. Je me fais m'asseoir sur une table. L'infirmier coupe ma botte, pour me dire mes bottes, avec toutes les précautions voulues, parce que ça fait mal, ça. Ben oui. Ça, je t'assure que ça fait mal, donc. Avec toutes les précautions possibles. Mais il ne pouvait pas vous donner quelque chose. C'est ce que j'ai demandé. Ah oui. J'ai dit, donne-moi quelque chose pour m'étourdir. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas endurable, ça, là. Donne-moi quelque chose pour m'étourdir. Il dit, pauvre, oui. Il dit, j'ai à peu près comme de l'aspirine pour te donner. Il m'en a donné, mais ça n'a absolument rien fait. Il l'a rejeté dans l'évier, puis ça a arrêté pareil. Ça fait que là, il m'embarque. Le commis qui tenait fonction d'infirmier m'étlisse la jambe, puis... un garrot, là. Oui, puis il me fait un garrot, puis il étlisse la jambe. Quoique ça continuait de saigner, parce qu'ils sont obligés de laisser continuer de saigner. Hein. Bon, l'infirmier m'a fait des étlisses, il m'a mis un garrot. Là, il m'assoit sur il fait embarquer le jobber, fait embarquer un aide, parce qu'il ne voulait pas être seul avec moi. Il fait embarquer un aide, puis moi, je m'assis au bord. Oui. Et je m'assis au bord, oui. Oui, je m'assis au bord. Oui. Mais... avec une couverte dans le fond du pick-up pour éponger le sang s'il y a du sang. C'est vrai qu'il y en a eu aussi, là. Mais là, on part en descendant. On était à 100 000 de l'hôpital. 100 000, aujourd'hui, en kilomètres, là, ça fait plus que... ça fait peut-être 180 km, 170, peut-être, oui. Oui. J'étais à 100 000 de la sucre. Ça fait que là, en descendant, c'est toujours la même chose, hein. J'ai toujours le mal, qui est insupportable. Je dis qu'il est insupportable, mais c'est que je l'ai supporté. La preuve, c'est que je le compte. Je disais au gars, si je peux perdre connaissance, vous allez me traîner. Au moins, si je peux perdre connaissance, je vais oublier ce mal-là.
Mais non, j'ai pas perdu connaissance. Mais un événement que je me rappellerai toujours, même si l'entrepreneur continue de le... Ben, il n'est plus là aujourd'hui, là, mais a toujours continué de nier. En passant vis-à-vis de l'hôpital de la Tuque, il m'a dit, c'est ici qu'on va venir te porter. C'est ici que tu vas venir tantôt. Là, il faut que j'aille t'enregistrer ton accident au bureau de la compagnie. Oh mon Dieu. J'étais à moitié mort. Là, je voyais des étoiles, là. Je voyais tomber de la neige, là, même s'il neigeait pas, là. C'était sérieux, là. Parce que là, ça faisait plusieurs heures. Plutôt de me laisser en passant à l'hôpital puis aller enregistrer mon accident, ils vont m'enregistrer avant. J'étais à moitié mort. Ils me ramènent à l'hôpital, puis tout de suite à l'hôpital, ils amènent une chaise roulante. Ils prennent ma pression, puis ils ont dit sa pression est bonne. Ils m'ont donné une transfusion tout de suite, là. La pression était encore bonne. La pression était encore bonne. Elle était assez bonne pour prendre une transfusion. Donc, c'était le temps. Donc, j'ai été 3 semaines à la Tuque. Ah oui, OK. J'ai été 3 semaines à la Tuque. Ils ont soigné ma jambe du mieux qu'ils ont pu. À ce moment-là, vous avez 20... J'avais 27 ans. Vous avez 27 ans. J'avais 27 ans, oui. Là, ils m'ont soigné du mieux qu'ils ont pu. Puis, au bout de 3 semaines, le médecin est venu me voir. Il dit, mon gars, moi, je voyais que ça allait mal, là. Et il dit, ton affaire, il dit, ça va pas bien. Il dit, il va falloir te couper la jambe. Évidemment, je n'ai pas pris de gaieté de cœur. Avec toute la technologie que vous avez aujourd'hui, j'ai dit, c'est tout ce que tu peux me dire, ça. Me couper la jambe. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, tu ne la couperas pas ici de certain, là. Ah non, il dit, non, je ne veux pas te la couper ici non plus, là. Il dit, on va t'envoyer n'importe où ce que tu voudras aller. Ben voyons. Il dit, je vais t'envoyer. Il n'y avait pas de problème, là. Il n'y avait pas de problème de transport ni de vie, puis je n'étais pas en danger de mort, là. Mais j'étais en danger de me faire couper la jambe. Il dit, connais-tu un hôpital à Québec? Je ne connaissais pas aucun hôpital à Québec. Ça fait que, ils ont dit, on va t'envoyer à l'Hôtel-Dieu. Ils m'ont envoyé à l'Hôtel-Dieu en ambulance. L'ambulance, ils m'ont donné un bon calmant part-time. Ils m'ont envoyé à l'Hôtel-Dieu en ambulance. L'ambulance, là, j'ai été à l'Hôtel-Dieu, là, j'ai été là 1 semaine, à me faire torturer, à essayer toutes sortes de patentes, là, pour essayer de voir si la circulation, ça faisait bien dans ma jambe, pour me passer, je pense qu'ils appelaient ça l'hydrate de fer, ils me passaient ça dans les veines, là. Ils me passaient le feu dans tout le corps, là. Il était 2 vis-à-vis de la table, parce qu'ils ne m'avaient pas immobilisé, il était 2 pour me tenir sur la table, là. Mais ils ont été 1 semaine à me torturer comme ça, là. Puis là, ben, le docteur est venu me revoir, puis il dit, si tu veux conserver ta jambe, on peut la conserver, on peut te la conserver encore 1 semaine, 2 semaines. On a juste à te donner des antibiotiques. Okay. Mais il dit, définitivement, il faut qu'elle soit coupée. Mais là, le mal, j'avais assez de mal, là, la gangrène était dedans. Elle sentait mauvais. J'avais tellement de mal, là, j'en dormais plus des nuits, même avec des calmants. J'ai dit, s'il faut qu'elle soit coupée, là, tout de suite, demain matin. Ça presse. Bon. OK. Il dit, on va te préparer, puis le lendemain matin, on va te couper la jambe. Donc, le lendemain matin, il me prépare, il m'emmène à la salle d'opération, coupe la jambe, il me ramène dans ma chambre. Vers 3 heures, le médecin vient me voir. Et il dit, comment ça va? Je dis, je t'avais demandé de couper ma jambe. Tu ne l'as pas fait? Ah, vous la sentiez encore? Le médecin sourit. Il dit, je te comprends, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je la voyais pas, là. Mais je la sentais comme si... Puis j'avais le même mal que j'avais la veille. Le même mal que j'avais la veille. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens.
Ça va-t-il durer longtemps? Il dit, malheureusement, je ne peux pas te rassurer, même là. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 mois, comme tu peux l'avoir toute ta vie. Mais il dit, le mal va s'en aller, là, évidemment. Mais il dit, tu peux la sentir toute ta vie. Il a raison, je la sens encore. C'est vrai? Oui. Oui, elle est encore là. Des fois, elle me fait mal, le mal léger. D'autres fois, c'est un mal plus lourd, là, que je suis obligé de prendre des calmants pour la calmer. Oui. À 27 ans, là, Denise est là. Oui. Vous avez déjà des enfants. J'ai 2 enfants. Là, ça chamboule une vie, là. Chamboule, sûrement, là. Oui. Oui. Là, vous êtes à Québec. Là, Denise, peux-tu venir vous voir? Oui, à Québec, Denise est venue me voir, c'est sûr, parce que Denise avait de la parenté à Québec. Ma sœur était à Québec aussi, qui restait pas loin de... Ça fait que Denise est venue rester à Québec, puis elle venait me voir régulièrement. Puis ça a duré, là, ça a été au mois de novembre que je me suis fait amputer, là. Puis c'est allé vers le 29-30 décembre que je suis sorti de l'hôpital. OK. Ah oui. Vous êtes revenu? Je suis revenu ici. Mais entre-temps, ben, Denise avait passé l'hiver dans le temps chez sa sœur parce qu'elle ne pouvait pas rester toute seule dans la maison. Ça fait que moi, comme convalescence, ben, j'ai resté avec elle, chez sa sœur. Puis je suis revenu ici dans ma maison au printemps. Ouais. Donc là, bon, on parlait des chantiers dans votre vingtaine. Là, vous vous êtes marié en 1957. Oui. Oui. Donc, vous êtes marié ici à Saint-Tite. Oui, je me suis marié ici à Saint-Tite. Donc là, vous vous êtes installé où à ce moment-là, quand vous vous êtes marié? Avant de me marier, ben, au printemps, ça a commencé au printemps, j'ai commencé à construire ma maison. OK. Ça fait que ça a duré une bonne partie de l'été, la maison était montée, tout était vaste. Mais moi, je tenais à rentrer dans ma maison, parce qu'on n'a pas fait de voyage de noces. OK. Bon, je calculais, moi, que rentrer chez nous, puis nouvellement rentrer chez nous, on n'avait jamais resté là, parce que pour pouvoir rentrer ici, là, mes meubles étaient achetés. Hein. J'ai demandé à mon frère, j'ai dit, finis-moi une chambre. Fini. Même si elle n'a pas peinturé, ça c'est pas grave. Là. On a rentré ce set de chambre-là, puis le premier soir, on a couché là. Ah oui? On a couché dans notre maison, qui était vaste. Il n'y avait rien dit. Il y avait la cloison centrale, était là, sur la charpente seulement. Pour se nourrir, une vieille table avec 2 chaises, puis un coffre de nourriture dans le coin, c'est tout ce qu'il y a. Mais vous aviez votre maison puis votre épouse. On avait notre maison, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on a toujours resté ici. Et puis vos parents étaient encore de l'autre côté, là? Oui, oui, mes parents étaient toujours là, c'est sûr. Ils ont été là, bien sûr, mes parents sont morts là. C'est juste le voisin. Oui, sans avouer, parce que je l'avais passé, mes 2 cahiers là, à une femme, j'en avais passé un à une femme. Elle dit, toi, t'as suivi des cours de... Je te jure que j'ai rien suivi de ça, là. Absolument rien, là. Mais c'est ça, là. Mais dans ma tête, je pense que j'ai une certaine technique d'écriture. Oui. Oui. Peut-être parce que j'ai beaucoup lu. Comme par exemple... Vous êtes structuré. Oui, structuré. Oui. Structurer une petite histoire, une petite... Oui. Ça pour dire qu'aujourd'hui, vous avez un livre qui retrace une partie de vos histoires à vos enfants, à vos petits-enfants. Oui. Puis à ceux qui suivront aussi. Oui. À ceux qui suivront. Parce que justement, ce livre-là, le script, là, que j'allais le donner à mon garçon. Parce que j'ai un coffre, en bois, un coffre de bois que j'ai fabriqué, là. J'ai toutes sortes de souvenirs. Quand je trouve un écrit qui a du bon sens, je le mets là-dedans. Une image que je veux transmettre, je le mets là-dedans. Ce livre-là, je l'aurais mis là-dedans aussi. Puis j'ai dit à mon fils, quand je ne serai plus là, tu prends ce coffre-là, puis apporte-le. Ça, c'est à toi. Tu fouilleras là-dedans. Là-dedans, j'ai
Mon temps est marqué depuis l'âge de 18 ans, je pense. Qu'est-ce que vous voulez dire, votre Mon temps, quand j'ai travaillé, Ok. je marquais mon temps. Ah, OK, vos Oui. livres de temps, là. Oui. Que ce soit dans un chantier ou n'importe où, là, où que je travaillais, c'est pas cette construction, parce que je travaillais, le temps que j'étais à mon compte, mais partout où j'ai travaillé, là, j'ai marqué mon temps depuis l'âge de 18 ans. J'ai dit là, tu vas pouvoir retracer ma vie en rassemblant tout ça, parce que c'est sur différents calepins, tout ça est mêlé, là, par les dates. J'ai dit, tu vas pouvoir retracer ma vie là-dessus, là. Puis vous, le fait de vieillir, comment vous vivez le fait de vieillir? Non. C'est- Le fait de vieillir, non, non. Ça me fait rien de vieillir. Parce que je me dis que, en vieillissant, on approche la mort. Hein. Puis la mort, ça me fait pas peur parce que je me dis qu'il y en a des millions qui ont passé là avant moi. Je ne serais pas pire que ces gens-là. D'abord, j'ai toujours fait une vie moyenne, ni meilleure, ni pire qu'un autre. Donc, j'ai pas peur. J'ai pas peur de mourir. Je suis sûr que sur le coup, ça va peut-être me coûter de mourir, là, de laisser ce que je connais ici, de m'en aller vers l'inconnu, mais je n'aurai pas le choix, il va falloir que je le fasse. Non, vieillir, ça me... ce que j'ai peur de souffrir. Oui. C'est ça. J'ai peur d'être impotent. C'est ça la vieillesse. C'est la peur de la vieillesse. Oui. La peur de tout le monde. Mais bon, oui. Vous êtes dans votre maison, vous conduisez, Oui. vous êtes actif. Oui. Tant que je serai là, la vie est belle. Je souhaite de continuer comme ça. Mais je me dis, quand il n'y aura plus de qualité de vie, si j'avais l'occasion, demander l'aide à mourir, ma religion me le défend. Ça fait qu'on verra. On verra dans le temps. Mais je vous remercie beaucoup de tout le temps qu'on a pris ensemble, puis de vous être ouvert, puis vous êtes livré comme ça. C'était vraiment très intéressant. Pour moi, Merci beaucoup. Pour moi, ça m'a fait plaisir.